Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. À Gaza, des centaines de milliers de Palestiniens meurent de faim sous le blocus sioniste. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, prend part aux travaux de la session extraordinaire de l'OSCE autour de la crise palestinienne et des tensions dans la région. Au Sahara occidental, occupation illégale, violation des droits humains, les observateurs internationaux soulignent l'urgence pour la communauté internationale de garantir le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Le Premier ministre François Bayrou attise la colère des Français à coups de réformes d'austérité musclées. Syndicats et collectifs appellent au blocage du pays le 10 septembre prochain. Direction le littoral d'Oran qui séduit de plus en plus de vacanciers venus profiter des plages et des services de qualité. Reportage de cette édition. Bienvenue à tous. Chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf prend part ce lundi aux travaux de la session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Cette réunion extraordinaire à laquelle a appelé la Turquie en sa qualité de présidente en exercice du Conseil ministériel de l'organisation sera consacrée à l'examen des graves développements que connaît la cause palestinienne en particulier et la région du Moyen-Orient en général au regard de la poursuite de la guerre génocidaire à Gaza, des plans israéliens visant à réoccuper militairement l'enclave et à déporter sa population et du projet expansionniste israélien qui menace la région tout entière. À Gaza, les bombardements sionistes n'accordent aucun répit à la population. 15 personnes dont 4 journalistes ont été tués ce matin dans des frappes sur l'hôpital Nasser de Khan Younes au sud de la bande. Au total, ce sont 69 personnes qui sont tombées en martyrs entre hier et aujourd'hui dans différentes zones de la bande, portant le bilan global à près de 63 000 morts depuis le début de l'agression. Autre bilan macabre, le nombre de journalistes assassinés par les forces d'occupation sionistes s'élève aujourd'hui à plus de 240. L'ONU tire la sonnette d'alarme concernant la famine à Gaza, une famine qui, selon les projections, s'étendra à toute la population, c'est-à-dire plus de 2 millions de Palestiniens d'ici la fin du mois prochain. L'ONU désigne comme responsable l'entité sioniste accusée d'avoir transformé la nourriture en arme de guerre. Sur place, les images parlent d'elles-mêmes. Les files d'attente sans fin pour un repas et les bombardements sionistes ont fait jusque-là des dizaines de milliers de victimes. Walid Yousfi. Alors que les bombardements continuent de ravager la bande de Gaza, le blocus imposé par l'entité sioniste a transformé l'accès au pain, à l'eau et aux médicaments en un combat quotidien pour plus de 2 millions de Palestiniens. Pour l'entité sioniste, le recours à la famine comme arme de guerre contre les populations de Gaza confirme la bassesse d'un régime qui viole de façon directe et flagrante le droit international humanitaire et les conventions de Genève. L'ONU déclare officiellement la famine à Gaza. Alors on le savait depuis des mois, c'est désormais officiel. Il y a bien une famine dans le centre de Gaza, famine qui va s'étendre à toute la bande de Gaza d'ici fin septembre selon les statistiques de l'ONU. Mais l'ONU ne dit pas uniquement qu'il y a un fait de famine à Gaza. L'ONU cite le responsable de la famine à Gaza. Et c'est bien le gouvernement israélien génocidaire qui organise, qui orchestre cette famine à Gaza dans un but: massacrer, tuer, utiliser comme arme de guerre la faim contre la population palestinienne. C'est une famine construite et fabriquée. Elle est délibérée. On a utilisé la nourriture comme un instrument de guerre. Partout à Gaza, les témoignages décrivent la même réalité. Des files interminables devant les rares points de distribution, des familles réduites à partager un seul repas par jour, résultat d'une stratégie politique préméditée visant à appuyer un projet plus large de dépeuplement et de contrôle territorial. Nous sommes aujourd'hui à plus de 20 mois de l'entreprise génocidaire commise par Israël dans la bande de Gaza. La situation avec la chaleur de l'été, avec la famine qui s'est répandue, avec tous ces morts qui sont comptabilisés tous les jours par le ministère de la Santé de Gaza, cette comptabilité macabre reste
néanmoins en dessous de la réalité puisque beaucoup de morts ne sont pas déclarés. Autrement dit, le bilan, lorsqu'il sera fait, eh bien, dépassera très vraisemblablement les 200 000 morts. 18 000 enfants sont morts et le reste est aujourd'hui soumis à la famine. Et cette tragédie qui nous occupe aujourd'hui doit nous inciter à suspendre immédiatement ces collaborations avec les ministères des gouvernements israéliens. Une catastrophe humanitaire sans précédent, certes, mais qui se poursuit dans le silence d'une partie de la communauté internationale. En attendant plus de fermeté envers l'occupant sioniste, c'est toute Gaza qui s'éteint lentement, prise entre les bombes et la famine. La cause sahraoui a trouvé un nouvel écho à New York lors d'un séminaire organisé par The Global Monitoring Center. Les participants ont dénoncé les manœuvres du régime marocain et appelé à mettre fin à l'occupation pour protéger les richesses du Sahara occidental. Yassina Housseni et Machad Rahman. À New York, lors d'une conférence internationale consacrée au Sahara occidental, experts, universitaires et militants des droits humains ont été unanimes. La poursuite de l'occupation marocaine et les visées expansionnistes de Rabat constituent aujourd'hui la principale menace pour la paix et la sécurité au nord et à l'ouest du continent africain. Ils ont appelé à une décolonisation urgente du territoire et au respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Dans son intervention, Jacob Moundi, professeur à l'université Colgate, a retracé l'historique du conflit, rappelant au passage que l'avis consultatif de la Cour internationale de justice en 1975 et les résolutions onusiennes qui ont suivi invalident toute prétention marocaine de souveraineté sur les territoires sahraouis. Dès l'invasion du Sahara occidental par le Maroc en 1975, l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, est intervenue pour tenter de régler le conflit. La solution qu'elle a proposée correspondait exactement à celle des Nations Unies à la fin des années 1980. Un cessez-le-feu, le retour des réfugiés et l'organisation d'un référendum sur l'indépendance. De son côté, l'experte en droit international Kathleen Thomas a rappelé que la question sahraoui était une question de décolonisation pure et simple, dénonçant les tentatives systématiques du Maroc qui visent à modifier la démographie du territoire par l'implantation de colonies afin de fausser tout processus référendaire. Elle a affirmé que Rabat redoutait le résultat du vote, car le oui en faveur de l'indépendance l'emporterait sans conteste. La spécialiste a critiqué au passage l'inaction du Conseil de sécurité face à ces manœuvres. Quand les Marocains ont constaté qu'ils n'obtiendraient pas gain de cause en gonflant les listes électorales et que les votants inscrits risquaient de se prononcer pour l'indépendance, ils se sont tout simplement retirés du processus. Et au lieu de les contraindre à respecter leur engagement, les États-Unis et d'autres membres du Conseil de sécurité ont avancé l'idée qu'il valait peut-être mieux négocier un accord plus tôt que d'organiser un référendum. De New York à Dar es Salaam en Tanzanie, une coalition internationale se dessine en faveur de cette cause juste. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs sahraouis, Naf'i Ahmed Mohamed, a exhorté les syndicats africains à poursuivre en justice les entreprises impliquées dans le pillage des ressources sahraouis et à les contraindre à se conformer au droit international ainsi qu'aux décisions des tribunaux qui invalident toute exploitation sans le consentement du peuple sahraoui. Un message clair ressort donc de ces actions et initiatives aux quatre coins du globe. Mettre fin à l'occupation marocaine du Sahara occidental n'est pas une option politique, mais une nécessité vitale pour la sauvegarde de la paix en Afrique. Et la question du Sahara occidental reste une source d'inquiétude pour l'ONU. Dans son dernier rapport, Antonio Guterres dénonce les violations commises par l'occupant marocain, l'absence d'accès pour les observateurs indépendants et insiste sur l'urgence d'une solution politique garantissant enfin l'autodétermination du peuple sahraoui. Riyad Belkhadim. Je reste vivement préoccupé par l'évolution de la dynamique au Sahara occidental. La détérioration continue de la situation est alarmante et intenable et il est urgent de renverser la tendance pour éviter toute nouvelle escalade.
La déclaration du secrétaire général de l'ONU résume à elle seule toutes les violations commises par l'occupant marocain à l'encontre des Sahraouis dans les territoires occupés. Dans ce rapport, Guterres a souligné que l'occupant marocain continue d'interdire au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme l'accès au territoire depuis 2015, malgré de multiples requêtes en ce sens et en dépit des résolutions du Conseil de sécurité sur la question. La dernière en date étant la résolution 2756 de 2024. Et de préciser dans ce contexte que l'absence de surveillance indépendante, impartiale, globale et régulière de la situation des droits humains reste un obstacle majeur à une évaluation exhaustive de la situation. Les observateurs internationaux, notamment des parlementaires, des chercheurs, des journalistes et des avocats, continuent de se heurter à des restrictions d'accès, des dizaines d'entre eux s'étant vu refuser l'entrée ou ayant été expulsés au cours de la période considérée. Le patron de l'ONU a aussi évoqué dans son rapport les violations marocaines subies par 79 militants sahraouis ainsi que celles liées au soi-disant projet d'aménagement côtier, impliquant l'acquisition de terres à grande échelle, la destruction de propriétés privées et des déplacements de population. Au sujet des prisonniers sahraouis du groupe Gdei Mizik, le secrétaire général onusien a fait savoir que le groupe de travail sur la détention arbitraire a constaté dans son rapport en novembre 2024 que le gouvernement d'occupation marocain n'avait pris aucune mesure pour donner suite à son avis de 2023 et a mis l'accent sur la dégradation des conditions de détention, notamment l'isolement, l'absence de contact avec des familles et l'accès restreint aux soins médicaux. Selon Guterres, des informations reçues font état de violations similaires, notamment des traitements discriminatoires visant d'autres détenus sahraouis et au moins un décès survenu en détention, réduisant ainsi de plus en plus l'espace civique et l'exercice par les Sahraouis de leur droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Face à cette situation, Guterres demande un changement de cap sans délai avec l'aide de l'ONU et l'appui de l'ensemble de la communauté internationale afin de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable par les parties en conflit, à savoir le Maroc et le Front Polisario. Le chef de l'ONU a conclu son rapport qui devra être présenté en septembre prochain devant la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies en informant qu'à l'approche du 50e anniversaire du conflit et dans ce contexte difficile, il reste plus urgent que jamais de trouver une solution politique à la question du Sahara occidental, une solution juste, durable et mutuellement acceptable qui permet l'autodétermination du peuple sahraoui conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Et depuis l'Espagne, les militants de la République du Rif poursuivent leur combat et multiplient les appels pour recouvrer leurs droits usurpés par le Maroc à travers des rencontres et des sit-ins, une mobilisation destinée à internationaliser la cause rifaine en alertant l'opinion publique et les institutions européennes, des actions qui s'inscrivent dans une dynamique de lutte pour la justice, la dignité et l'autodétermination du peuple rifin. En Espagne, la cause rifaine fait toujours parler d'elle. Cette fois, c'est à Gérone où des militants rifins ont tenu plusieurs rencontres et sit-ins pour alerter sur la lutte de libération du peuple rifin. Une mobilisation qui vise à briser le silence et à élargir le cercle du soutien international. La participation a été massive au sein de la diaspora rifaine. Les échanges ont mis l'accent sur la nécessité d'encadrer l'action militante et de faire face aux menaces qui pèsent sur la région, en particulier la prolifération de la drogue et de la contrebande, considérées comme des armes pour fragiliser le tissu social. Nous nous sommes réunis à Gérone à l'occasion d'une nouvelle rencontre du Parti nationaliste des Rifins. Aujourd'hui, Gérone, la Catalogne et l'Espagne se retrouvent avec la diaspora des Rifins pour mettre en lumière les atrocités du régime d'occupation marocaine contre le peuple rifin. Aussi bien sur le territoire du Rif occupé, ils sont espionnés, provoqués, victimes de calomnies et de persécutions subies en tant qu'activistes réfugiés. Réfugiés migrants, contraints à vivre en Europe. C'est pourquoi nous appelons également la société civile et le peuple espagnol à nous soutenir et à être à nos côtés pour reconquérir notre refuge. Dans son intervention, le militant rifin Ali Ares a rappelé que la bataille pour le Rif dépasse désormais les frontières, insistant sur l'importance du soutien de certaines forces civiles et politiques espagnoles qui servent de relais pour porter la voix des Rifins sur la scène internationale et contrer l'isolement imposé par le Marzen.
Pour Ares, les Rifins payent un prix élevé en arrestation, répression et intoxication de la jeunesse par les drogues. Ils appellent à l'organisation et à l'unité autour d'une cause qu'ils qualifient de devoir historique. Je pense que c'est partie reprise, qu'on fera ça une autre fois dans un autre endroit, mais sans oublier que le 20 septembre, il y a la marche pour célébrer donc, la fête nationale de la libération du Rif, la 104e année. Donc venez en masse, venez surtout pour assister, pour démontrer au monde que le Rif est toujours là et les Rifins sont toujours là. Évoquer les noms d'Ali Ares et des détenus Rifins, affirment les participants, c'est renouveler le pacte avec les victimes de la répression et avec les martyrs du mouvement. Selon plusieurs observateurs, cette dynamique en Espagne confirme que la cause rifane reste vivante. Elle entre dans une nouvelle phase marquée par un passage du cadre local à l'international, avec désormais une dimension stratégique dans le processus de libération. En France, la colère sociale marque une rentrée sous tension. Le budget du gouvernement Bayrou, avec ses réductions dans les dépenses sociales et ses mesures restrictives, suscite la colère. Syndicats, associations et collectifs appellent à une mobilisation nationale le 10 septembre prochain pour dire stop à la précarité. Depuis la réforme des retraites, les Français n'avaient jamais exprimé avec autant de force leur ras-le-bol. À l'approche du 10 septembre, une date inscrite dans de nombreux agendas militants et citoyens, la contestation s'organise contre le plan d'économie de près de 44 milliards d'euros présenté par le gouvernement Bayrou. Derrière ce chiffre, ce sont des vies qui vacillent. Jours fériés supprimés, prestations sociales gelées, postes publics sacrifiés, autant de coups durs assénés à un quotidien déjà fragilisé par l'insécurité et l'inflation. C'est plus la France que j'ai connue. On n'est plus en sécurité nulle part de toute façon. Nous, on n'est pas d'ici. De là où on habite, oui, moi je le dis, on n'est plus en sécurité. Ouais. Quand on financiarise ou quand, comme ça se passe en France, on a multiplié par 4 le prix de l'immobilier au regard des revenus, ça marche plus. C'est-à-dire que c'est exactement ce que vous avez décrit. Si vous rajoutez par-dessus un peu d'Airbnb dans tout un tas de zones où des gens qui pouvaient louer un logement n'ont plus simplement de logement à louer parce qu'il n'y en a plus pour habiter, vous êtes dans une situation extrêmement difficile. Les internautes comme les députés appellent à être nombreux à se mobiliser le 10 septembre prochain dans le but de revendiquer leurs droits et exprimer leur mécontentement. Le 10 septembre 2025, la France s'apprête à vivre un tournant. Ce jour-là, des milliers de citoyens appellent à une mobilisation sans précédent. Bloquons tout pour défendre nos droits et refuser la rigueur imposée par le gouvernement. Si vous aussi vous refusez de voir disparaître vos jours fériés, de subir la précarité ou de laisser les intérêts financiers décider du futur, rejoignez le mouvement, refusez la passivité. Arrêtez le travail ce jour-là, ne faites plus vos achats dans les grandes surfaces, retirez votre argent des banques, privilégiez l'entraide et la solidarité. 10 septembre, nous participons et nous appelons tous ceux qui sont en colère, à la fois contre la politique budgétaire injuste et dangereuse de ce gouvernement, qui sont en colère contre l'autoritarisme de ce gouvernement, qui sont en colère contre l'inaction écologique de ce gouvernement, à participer aux différentes actions qui auront lieu autour du 10 septembre. Les modes d'action seront décidés par le mouvement lui-même. Les revendications, quelles sont-elles ? Elles sont d'abord d'avoir une mobilisation populaire d'ampleur contre le budget qui est le pire budget de la Ve République qu'on ait vu dans ce pays. Les Français ont décidé de relever la tête. Ils ont décidé de plus laisser faire. Ils ont décidé de combattre pour leur dignité et c'est très très justifié. Et donc ce qu'on doit faire, c'est transformer ce soutien en engagement. Et voilà, j'engage tous les Français à nous rejoindre dans la rue. Entre colère et lassitude, les Français semblent avoir trouvé un mot d'ordre, tout bloqué. De nouvelles unités pharmaceutiques de production d'antibiotiques et de médicaments anticancéreux implantées à Ain Melilla, à Oum El-Bouaki, renforcent désormais l'approvisionnement du marché national et s'orientent vers l'exportation. Abdelrahman Chebah et Ramzi Mahamdi. L'industrie pharmaceutique en Algérie connaît une croissance soutenue ces dernières années, couvrant déjà plus de 80% des besoins nationaux en médicaments essentiels, avec la mise en service de dizaines de nouvelles unités et le lancement d'infrastructures spécialisées, comme ici au niveau de ce complexe de Ain Melilla, où 2 unités de fabrication d'antibiotiques viennent d'entrer en activité.
Ce complexe pharmaceutique contribue aux efforts de réalisation de la souveraineté sanitaire en Algérie. Il produit aussi bien des médicaments essentiels que des dispositifs médicaux. Il a entamé en 2025 une phase d'expansion majeure avec l'acquisition de nouveaux équipements destinés à accroître la capacité de production. Notre objectif immédiat est de répondre à 100% de la demande nationale. Et avec cette nouvelle expansion, nous comptons nous orienter vers l'export. Après avoir sécurisé le marché intérieur, les opérateurs visent désormais l'exportation en augmentant les volumes de production afin d'ouvrir l'Algérie à de nouveaux marchés régionaux et internationaux en proposant des produits conformes aux normes mondiales de qualité. Nous pouvons couvrir au moins 25% des besoins nationaux en traitement anti-cancer et 100% de la demande en antibiotiques et gants médicaux. Le secteur vise donc l'autosuffisance totale à court terme avec l'ambition de faire du pays un hub régional d'exportation. Les startups s'imposent comme un moteur clé de la relance économique nationale. Exemple à Blida, où cette entreprise innove dans la fabrication de machines industrielles, jusque-là importées, de la conception 3D à la fabrication. Faisal et son équipe créent des pièces et équipements uniques, 100% locaux, répondent aux standards internationaux. Salma Khiwani et Walid Yousfi. Cette start-up s'est lancée dans un secteur de pointe, la fabrication de machines industrielles 100% algériennes. Faisal et ses associés, des ingénieurs en mécanique, en intelligence artificielle et en automatique, fabriquent pièce par pièce des modèles sur mesure entièrement adaptés aux besoins de leurs clients. L'entreprise réalise sur mesure des machines CNC adaptées aux besoins de ses clients, découpeuses numériques, découpes plasma, chaînes de peinture époxy. Des équipements qui étaient jusque-là importés à des prix exorbitants, mais qui sont désormais produits localement avec une meilleure qualité. Un savoir-faire local qui permet de réduire la facture d'importation de ce type de machine. Conçues localement, elles se distinguent par leur qualité, leur fiabilité et la valeur ajoutée d'un savoir-faire 100% algérien. Quand un client vient nous voir, il nous explique sa conception. Nous lui proposons un ensemble de modèles pour la concrétisation de son produit. Nous concevons ensuite un modèle 3D. Une fois que le client valide le prototype, nous lançons la production. Le client suit toutes les étapes jusqu'au produit fini. Cette machine découpe du métal automatiquement. Auparavant disponible uniquement à l'étranger, désormais conçue et fabriquée ici. Elle fonctionne grâce à un système automatique. Les ingénieurs travaillent à partir d'une fiche technique détaillée de la conception à la réalisation, rien n'est laissé au hasard. Nous avons été soutenus par le Fonds d'aide aux startups, ASF, pour financer notre projet, qui est devenu partenaire. Nous avons rencontré des difficultés liées au foncier industriel. Nous avons exposé notre problème au président de la République lors d'une rencontre. Un an plus tard, la promesse est tenue, l'entreprise reçoit une parcelle de 1000 mètres carrés. Cela nous permettra d'étendre davantage notre activité et de pousser notre production de 20 machines par an actuellement à 240 machines par an dans 3 ans. Un parcours semé d'embûches, mais qui ouvre aujourd'hui à Faisal et à son équipe de nouvelles perspectives, portées par les dispositifs de soutien aux startups et les avantages mis en place par l'État. Le vol commercial inaugural Alger-Tamra 7 de la compagnie Domestic Airlines a décollé ce matin de l'aéroport Houari Boumediene. La cérémonie de lancement s'est tenue en présence du ministre des Transports, Saïd Saïd. Ce vol régulier s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux en faveur d'un développement équilibré à travers l'ensemble du territoire et de la concrétisation de la politique de l'État visant à renforcer l'offre de transport aérien domestique et à faciliter la mobilité des citoyens vers les wilayas du Grand Sud. Dans la continuité des grands projets de développement, le chantier de la gare ferroviaire de Tindouf enregistre une avancée notable des travaux. Cette infrastructure favorisera le développement local et permettra de désenclaver la région. Ramzi Mhamdi. Le projet de la gare ferroviaire de Tindouf connaît un avancement significatif, un projet vital pour la région, à même de mettre fin à son isolement
et allégera sans nul doute les tracas des déplacements pour les habitants de la région dès son entrée en exploitation. C'est un projet très important pour nous. C'était notre rêve. Aujourd'hui, la station est prête. Elle répond aux normes internationales. Cette ligne reliera Tindouf à Rajbilet. C'est une très belle station. On n'espérait pas avoir une station ferroviaire d'une telle envergure. Alhamdoulilah, cela met fin aussi à l'isolement de la région. Je suis fier d'être parmi les visiteurs de cet important projet. Nous sommes aujourd'hui dans le train rêvé pour les habitants de la wilaya de Tindouf. Une station aux normes internationales et modernes que la société en charge livrera dans les délais impartis. Cette gare aux normes internationales qui possède toutes les commodités, compte plusieurs structures. Le bâtiment principal sera la gare centrale et qui sera équipé aux standards internationaux, à l'instar de l'escalator et de l'ascenseur, ou encore les cafétérias et les restaurants. Le citoyen trouvera toutes les facilités. L'avancement des travaux de cette station consolide les acquis de l'État qui accompagne le projet minier stratégique important reliant Rajbilet, Tindouf et Béchar et le mouvement dynamique que connaissent ces wilayas frontalières. La Direction générale de la communication à la présidence de la République présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du journaliste et artiste décédé Khaled Louma, figure emblématique de la chaîne 3 de la radio nationale. Le défunt a laissé derrière lui une brillante carrière à la radio algérienne durant laquelle il a su conquérir le cœur de ses fans, collègues et auditeurs, contribuant tout au long de sa carrière à la promotion du goût du public pour l'art en Algérie via les ondes. Suite à cette perte douloureuse, la Direction générale de la communication présente également ses sincères condoléances à tous ses collègues de la radio algérienne et à la famille médiatique, implorant Dieu Tout-Puissant de lui accorder sa miséricorde. De son côté, le ministre de la communication, Mohamed Meziane, présente également ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt ainsi qu'à ses collègues et ses admirateurs. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. À Oran, les plages sont très prisées par des baigneurs venus de partout. Tous profitent des derniers jours de vacances, mais aussi des services de qualité proposés aux estivants. Reportage de Yasmine Amri. Entre services de qualité et activités nautiques variées, elles séduisent aussi bien les visiteurs que les touristes. Venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays, ils se retrouvent tous ici pour savourer la chaleur de l'été et partager des instants de détente et de plaisir. Les vacances en Algérie, on est à Oran. Alors en Algérie, il y a tout. Venez, c'est magnifique, c'est très très beau, on a découvert pas mal de choses. On voit bien que ça a beaucoup changé par rapport à avant, tout est propre et la qualité du service est belle et bien présente. Le service est vraiment au top et ça fait énormément plaisir. Grâce au soutien du ministère du Tourisme, les plages ont été transformées. Elles sont désormais plus familiales et bien fort et le plaisir, à travers la promotion et l'investissement dans le tourisme interne, fera de cette région une véritable destination touristique de choix. Ça fait 7 ans ما جيناش والدعوات تبدلت راهي غايه وعجبنا الحال بزاف بزاف ولادي سي لا بروميير فوا اللي جاو للجزائر ومنا فرحانين. 1 2 3 فيفا الجزائر تحيه الجزائر. احنا عندنا لي فامي. Nous accueillons des visiteurs venus de toutes les régions ainsi que de l'étranger dans le but de promouvoir le tourisme local. Oran el-Bahia est un exemple vivant de l'attrait touristique de l'Algérie. Avec ses panoramas uniques, elle contribue sans nul doute au développement du tourisme intérieur. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.